Mais bonsoir à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir de faire cet exposé ce soir. Il y a assez bien de concepts et de slides. J'ai volontairement gardé l'ensemble des slides pour garder la cohérence de l'argumentation et du narratif. Mais il y a certains slides qui sont un peu détaillés sur lesquels je passerai plus rapidement. Mais vous aurez les slides avec le détail par l'intermédiaire de l'Académie si vous voulez aller dans plus de détails. Donc voilà, on va parler de géopolitique de l'énergie et donc j'ai en fait structuré la discussion sur trois chapitres. D'abord, globalement comprendre quelle est l'évolution et quelles sont les perspectives des déterminants en fait de la géopolitique de l'énergie, parce qu'on assiste en fait à une transformation radicale pour le moment. Ensuite, on va regarder plus particulièrement la question de l'Europe, comment se passe la transition énergétique et quel est et quel va être l'effet de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique que nous connaissons, que nous vivons actuellement. Et ensuite, on a une troisième partie qui est beaucoup plus politique et géopolitique, qui va traiter plutôt du positionnement de l'Europe dans le contexte mondial et donc qui introduit cette notion de souveraineté, une notion qui est très vague et qui est sujette à beaucoup de discussions et de débats pour le moment. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, évidemment, en cours de route. J'essaierai, autant que faire se peut, de libérer une dizaine de minutes, mais qui seront peut-être les 10 minutes extra, comme hier, pour des questions, mais qu'on pourrait continuer, évidemment, par la suite ou par mail, si nécessaire. Alors, vous verrez, c'est une présentation qui est plus politique et moins scientifique que celle de Michel. Elle était en tout cas moins chirurgicale, je dirais, en termes de précision. Mais vous verrez, ce qui est très, très intéressant, c'est que souvent, les chiffres qui ne viennent pas exactement des mêmes sources ou des mêmes années corroborent parfaitement, je dirais, les discussions qu'on a eues lors des 3 premières leçons. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que la géopolitique? Alors, c'est un terme, justement, qui a une définition extrêmement large, mais en gros, dans géopolitique, il y a géographie, et donc, c'est les aspects de géographie, de ressources, de population, de culture, qui conditionnent les relations internationales entre les États-nations. Et donc, la question d'État-nation est, en tout cas jusqu'à présent, vraiment un terme extrêmement structurant, même si on aura peut-être le temps de discuter après. Voilà, c'est un débat en lui-même. Alors, le premier slide ici est vraiment important, c'est que en fait, il y a plusieurs messages ici. Premièrement, la distinction entre la géopolitique de l'énergie et puis les politiques énergétiques, ce qu'on appelle l'énergie policy. En fait, la géopolitique de l'énergie, c'est précisément des stratégies à long terme et qui conditionnent les relations entre les États au niveau international, alors que la politique énergétique, c'est plutôt la façon dont l'énergie en tant que ressource est gérée au niveau d'une communauté, d'un État, d'une région, voilà. Et donc, c'est plus quelque chose qui est, je dirais, lié à des mandats, qui est lié aussi à des instruments, alors que la géopolitique ne l'est pas. Mais ces deux éléments, donc la géopolitique et la politique énergétique, qui ont une frontière floue, conditionnent en fait les marchés de l'énergie. On va dire que la politique énergétique, elle est plus liée à ce qui est l'utilisation de l'énergie, donc l'énergie finale, alors que la géopolitique, c'est plutôt les approvisionnements d'énergie, ça touche plutôt les aspects d'énergie primaire. Alors, jusqu'aujourd'hui, et historiquement et jusqu'aujourd'hui, ce qui a été, je dirais, quasiment l'unique driver. Alors, je cherche où le mot français pour driver? Le moteur, voilà, ou déterminant de la géopolitique de l'énergie, c'était l'approvisionnement en énergie primaire et donc en énergie fossile. Ça a commencé avec le charbon, et puis on est passé au pétrole, et puis aujourd'hui c'est surtout le pétrole et le gaz. Le charbon joue un rôle mineur, c'est surtout le pétrole et le gaz. Et donc ça a conditionné vraiment toute la géopolitique de l'énergie jusqu'aujourd'hui. Maintenant, et ça c'est vraiment un élément absolument essentiel, c'est que du fait de la crise climatique,
nous sommes tous engagés, ou nous devrions être tous engagés, vers une transition vers des énergies bas carbone. Et donc, cette dépendance aux énergies fossiles, cette recherche et cette sécurisation des approvisionnements va se transformer en une géopolitique liée à la maîtrise des énergies renouvelables. Et cette maîtrise des énergies renouvelables, ce n'est pas la maîtrise de produits comme l'énergie fossile, c'est, on va le voir, une maîtrise qui est plus complexe et qui s'exprime en termes de leadership industriel, leadership technologique et accès à un certain nombre de matériaux critiques nécessaires à ces technologies. On va le voir en détail plus tard. Alors, ça rappelle très fort ce que Michel avait présenté. Donc, l'énergie, c'est évidemment le sang de toute économie. Et on voit que le besoin en énergie a été croissant en permanence et est dans une croissance, a historiquement été dans une croissance forte et continue. Donc, entre 1950, donc sur les 70 dernières années, on a à peu près une multiplication par 5 de l'utilisation d'énergie primaire dans le monde. Alors, ce qui est très intéressant, on y reviendra, c'est ici le petit coin qu'on voit qui représente l'effet du confinement en 2020 et du fait du Covid-19. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette énergie primaire ou cette consommation d'énergie au niveau mondial, elle s'est faite essentiellement sur les énergies fossiles. Donc, si on revient en 1950, on était à 97% de l'énergie primaire qui était d'origine fossile. Et aujourd'hui, malgré tous les efforts, malgré les 27 COP et toutes les tergiversations politiques, on en est quand même toujours à 82% au niveau mondial de l'énergie primaire qui est d'origine fossile. Donc c'est quand même absolument dramatique comme constat. Et vous vous rappelez, on l'avait vu avec Michel, voilà, le charbon qui malheureusement n'est pas en brun, comme il devrait être, décroît. Le pétrole aussi, mais le gaz, par contre, a pris une importance très, très importante. D'ailleurs, pardon, le charbon est là, l'huile, voilà. Ici, c'est la biomasse traditionnelle, donc c'est essentiellement le bois et d'autres types de biomasse. Mais donc voilà, charbon qui a très fort décru, le pétrole qui décroît, mais le gaz qui prend une importance croissante. Alors, venons-en au climat, très rapidement. Alors, ce n'est pas un exposé sur le climat, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un élément absolument fondamental dans le changement de moteur conditionnant la géopolitique de l'énergie. Alors, j'ai pris ici 3-4 slides qui indiquent simplement où on en est, en quoi c'est absolument un driver majeur et quelles sont les perspectives. Alors, premièrement, celui-ci est assez impressionnant, c'est que les 12 dernières années ont été parmi les 10 années les plus chaudes enregistrées depuis 1880. Et de façon très, très nette. Vous le voyez ici, on est largement au-dessus de la barre des 1 degré dans la plupart des cas. Et donc, c'est plus 1 degré par rapport aux valeurs pré-industrielles, c'est-à-dire 1880. Enfin, on a commencé à mesurer en 1880. Donc voilà, c'est généralement la référence. Donc on voit ici, évidemment, je crois que rien de nouveau dans ce slide-là. Ce slide-ci, pour le bénéfice du temps, je ne vais pas le faire dérouler complètement, mais vous pourrez le faire chez vous. Je vais vous montrer par la suite la conclusion. C'est très intéressant. Il montre en fait le relevé des températures mois par mois depuis 1880 jusqu'à 2021. Et donc, c'est une spirale qui se construit. Et voilà le 0 degré. Donc, on commence ici. Vous verrez qu'au début, on diminue, la température descend en dessous de la température de 1880. Et puis, vous verrez l'évolution dans le temps. C'est assez impressionnant. Je ne vais pas le faire pour le bénéfice du temps. Ça vous montre comment ça se déroule. Mais le résultat est ici. Et donc, ceci, c'est la spirale. Donc, vous voyez qu'on a d'abord commencé par des températures qui sont passées en dessous des températures de référence de 1880. Et puis, à partir de 1930, 1940, on est passé voilà, dans le rouge. Et puis, surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans les dernières années, on va exploser et passer au-delà des 1 degré
supplémentaires. Et on voit bien cette progression ici. Donc, vous voyez, au début, on est en dessous de la barre des 0 degrés. Donc, ça, c'est en fait le cône qui est remis verticalement. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est cette évolution ici. C'est celle-ci qui est très intéressante. C'est-à-dire que tout à coup, à partir de 1980, on voit une accélération qui, en plus, n'est plus qu'une accélération, puisqu'on voit que ce n'est pas linéaire. On a même une impression vraiment d'emballement de l'effet climatique. Et on est aujourd'hui, entre 1,1 et 1,2 degrés de réchauffement par rapport à la température de référence pré-industrielle. Donc il y a une urgence absolue et qui plus est, on est aujourd'hui, et c'est un débat, en train probablement de déclencher un certain nombre de points de bascule, qu'on appelle les tipping points, c'est-à-dire des points qui sont des points de non-retour. Donc typiquement, il y en a toute une série. Par exemple, lorsque la glace fond, eh bien, il faut redescendre à une température nettement inférieure pour recréer de la glace, nettement inférieure à 0 degré. Quand, par exemple, le permafrost, c'est aussi un des grands soucis, le permafrost, c'est-à-dire les zones terrestres qui traditionnellement restaient gelées pendant toute l'année, dégèlent, elles libèrent, par exemple, dans certaines régions, des grandes quantités de méthane, le méthane qui est du gaz naturel, et qui est un gaz qui est catastrophique au niveau de l'effet de serre. Il est 80 fois plus puissant que le CO2 en termes de réchauffement climatique dans un horizon de 20 ans et 30 fois plus dans un horizon de 30 ans. Et puis, la différence avec le CO2, c'est qu'il se dégage progressivement de l'atmosphère, que le CO2 a une durée de vie beaucoup plus importante. Mais donc voilà, on a des points de bascule qui sont en train d'être... qu'on a énormément de mal, évidemment, à quantifier, à mesurer, mais dont on soupçonne qu'on est en train de les passer. Un autre point de bascule qui fait extrêmement peur, c'est la fonte de l'Arctique, d'une part, parce que de l'Antarctique. Contrairement à l'Arctique, c'est une quantité supplémentaire, c'est une quantité de glace qui... ce n'est pas en fait le dégel de la mer, c'est une quantité de glace qui va se retrouver, c'est un volume supplémentaire qui va passer d'une croûte terrestre vers la mer, donc qui va créer une augmentation du niveau extrêmement importante. Un autre point très critique, c'est la question du Gulf Stream qui conditionne l'ensemble du climat de l'Europe et qui pourrait, du fait de changement de salinité de la mer, modifier son cours et donc induire des changements absolument macroscopiques, vraiment de grande envergure au niveau du climat mondial. Alors, ceci... il est un petit peu compliqué à lire, mais il est essentiel, ce graphe. C'est un graphe qui représente les tendances en termes d'émissions de gaz à effet de serre selon différents scénarios. Alors, je vais le micro. Donc, vous voyez ici, donc ça, c'est les quantités en gigatonnes d'émissions de gaz à effet de serre. On commence en 2015. Ça, c'est en fait les projections de ce que seraient jusqu'en 2030 les émissions d'après les politiques qui étaient en place avant la COP21, c'est-à-dire on a pris les politiques de 2010. Entre-temps, on sait bien qu'il y a eu les accords de Paris, COP21 en 2015, et donc cela a infléchi les politiques mises en place par les États, et donc ceci est la tendance des émissions qui est prévue selon les politiques actuelles. Donc, c'est en fait, ça se réfère... Alors, ceci, c'est un graphique qui vient de la PNUD, donc de United Nations Environmental Programme, alors que Michel vous a montré hier les graphiques de l'Agence internationale à l'énergie. Mais en fait, on peut considérer que ceci, c'est l'équivalent du STEPS que Michel a montré hier. Alors, au cours de la COP, des différentes COP, mais surtout depuis la COP de Paris qui a établi un cadre, les États sont engagés à faire ce qu'on appelle des pledges, c'est-à-dire donc à des engagements de réduction de gaz à effet de serre.
Et c'est ce qu'on voit ici. Ça s'appelle des NDC, des National Determined Contributions. Et en fait, il y en a deux. La différence, c'est que certaines sont conditionnelles et d'autres ne le sont pas. Dans beaucoup de pays du Sud, les pays du Sud qui ont beaucoup plus de mal, évidemment, à mettre en place ces mécanismes de réduction de gaz à effet de serre, rendent leurs engagements conditionnés au financement des États du Nord qui, par ailleurs, n'arrivent que très tardivement et très partiellement. Et donc, c'est ça qui justifie la différence. Mais donc, vous voyez que les projections d'émissions de gaz à effet de serre augmentent. Même si tous les États implémentaient leurs engagements, et ça nous rapproche très fort du deuxième scénario que Michel a montré, qui était l'APS, on se retrouve ici. Et donc, on est dans une logique de décroissance faible des émissions. Mais ce qu'il faudrait, si l'on voulait atteindre les 1,5 degrés, c'est ceci. Donc ceci, c'est 1,5 degrés, avec 66% de probabilité de ne pas les dépasser. Et ceci, c'est 2 degrés. Donc cela montre simplement qu'il y a un gap absolument énorme entre ce qui se passe réellement, ce qui se passerait si tous les États mettaient en œuvre leurs engagements, et ce qu'il faudrait réaliser pour atteindre soit 1,5, soit 2 degrés. C'est absolument considérable. Et la conséquence de cela, c'est ça dont on parlait hier soir, c'est que les prévisions de réchauffement climatique sont, selon les politiques actuelles, donc selon ce qui se passe réellement, sont de 2,8 degrés à la fin du siècle, avec un intervalle de confiance, donc on pourrait arriver jusqu'à 3,3 degrés. Et alors ici, selon la mise en place de ces engagements, certains conditionnels, d'autre part, on serait dans les 2,4, 2,5 degrés. Et si on regarde les engagements à long terme, qui sont les fameux engagements d'arriver à zéro émission, comme l'Europe l'a fait par exemple pour 2050, alors on arrive tout à coup de façon miraculeuse à 1,8 degré. Mais ceci est extrêmement peu fiable, parce qu'en fait, on se rend compte que les engagements des États sont d'autant plus faibles qu'ils sont à court terme. Ce qui est vérifiable, tout ce qui est vérifiable est très peu ambitieux, et les États n'ont aucun problème, les politiques n'ont aucun problème à s'engager à 30 ans, parce que d'abord ils ne seront plus en poste, et parce qu'il n'y a absolument pas moyen de vérifier aujourd'hui que les politiques qui permettront de garantir ces engagements sont mises en place. C'est pour ça qu'on a ici des choses qui sont moins alarmantes, mais qui sont en fait extrêmement peu crédibles ou dignes de confiance. Moi, personnellement, c'est ceci que je regarde. Et je le rappelle, ces valeurs-ci sont les valeurs qu'on estime ne pas dépasser avec 66% de probabilité. Ça veut dire qu'on a 34% de probabilité de passer au-dessus. Si on veut être certain de ne pas dépasser un maximum, vous voyez qu'avec une probabilité de 90%, on est à 3,3 degrés. Donc, on est clairement sur une trajectoire qui est catastrophique d'un point de vue climatique. Alors, ça va devenir à très court terme l'élément central conditionnant la géopolitique de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on voit de plus en plus, on l'entend, mais comme en Europe on est relativement épargné, on a tendance à l'oublier. Mais j'étais, moi, à COP27 à Sharm el-Sheikh, et j'étais à 2 mètres de la ministre de l'énergie, du climat du Pakistan, qui parlait de cette inondation qui a eu lieu, qui est absolument catastrophique, qui a 30% du pays qui a été entièrement ravagé sous eau, 33 millions de personnes déplacées, 40 milliards d'infrastructures qui ont été complètement détruites, et pour un pays qui ne représente moins que 1% des émissions globales. Donc on se rend bien compte que cette situation n'est plus durable d'un point de vue international. C'est tout simplement, cela va déboucher sur des conflits à très très court terme. Alors le Pakistan est un exemple, mais
ce qui est essentiellement les pays les plus vulnérables, ce sont les pays les moins développés. En général, c'est les pays les plus pauvres, paradoxalement, ce qu'on appelle le Global South, qui sont le plus impactés par les effets climatiques qui ont été générés par les pays du Nord. Et donc, ça crée énormément de tensions politiques. Mais c'est aussi, évidemment, ce qu'on appelle les SIDS, donc les Small Islands and Developing States, qui sont dans des situations absolument critiques. Alors, je crois que la situation est très bien résumée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui dit, voilà, on est clairement sur une autoroute vers l'enfer. Et il rajoute d'ailleurs avec le pied au plancher. Et il dit, on a aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'était en novembre 2022, le choix entre soit une coopération au niveau international, soit un suicide collectif. Or, cette coopération internationale, vous le savez tous, elle est à son niveau le plus bas depuis 40 ans. Et on va y revenir tout à l'heure. Donc, c'est extrêmement alarmant comme situation. Alors, c'est ce qui explique ce graphe, qui n'est pas un graphe de Greenpeace ou du World Wide Fund, c'est un scénario de Shell. Ils en ont plusieurs, hein, mais bon, celui-là, il exprime simplement une chose. Il dit, voilà, on va arriver, les énergies fossiles qui ont conditionné en fait toute la géopolitique depuis le début de la révolution industrielle. En fait, on va assister très bientôt à ce qu'on appelle le pic de l'utilisation d'énergie fossile. Et d'ailleurs, l'Agence internationale à l'énergie évalue ce pic, dit que ça va se produire dans les 3-4 prochaines années. Et ça va se faire de façon concomitante avec une montée exponentielle des énergies renouvelables qui vont remplacer donc l'utilisation des énergies fossiles. Donc la question n'est pas tant, la question n'est pas de savoir si ça va se passer ou pas. Ça va se passer. La simple incertitude, c'est de savoir si ces inversions de courbe vont se faire dans les 2 années qui viennent, dans les 5 années qui viennent. Mais c'est un phénomène qui est, à mon sens, totalement irréversible. Et d'ailleurs, le CEO de British Petroleum disait il y a 2 ans, la transition énergétique, la transition bas carbone, va va rebattre complètement les cartes du système mondial énergétique, ce qui est une évidence. Et donc, si on regarde la géopolitique, ce n'est pas tant l'approvisionnement des ressources fossiles qu'il faut regarder, mais c'est surtout ce qui va se passer maintenant dans les 30 années d'ici à 2050. Enfin bon, ceci c'est un stade que je montre aux étudiants et je me dis souvent que voilà, les 30 années, c'est vraiment leur perspective professionnelle. C'est vraiment ça qu'ils vont vivre. Et ça va conditionner absolument de façon fondamentale la nouvelle géopolitique de l'énergie. Alors, on le voit aujourd'hui sur les engagements de neutralité carbone. Il y a aujourd'hui 140 pays qui représentent ensemble pratiquement 90% des émissions de gaz à effet de serre qui se sont engagés à cette neutralité carbone. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais ça veut dire en tout cas que cela va conditionner fondamentalement la géopolitique de l'énergie dans la décennie et les décennies à venir. Alors bien sûr, on sait qu'il y a, et c'est absolument dramatique, on est pratiquement à la date anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, il y a la guerre qui va introduire une perturbation dans cette tendance de fond mais qui ne l'inversera pas. Alors, je reviendrai sur le sujet. Bon, comment regarder cette transition énergétique d'un point de vue des différents acteurs? Vous le voyez ici, ce sont les émissions des principaux émetteurs dans le temps. Et donc, vous voyez, c'est très intéressant ici parce qu'on voit clairement la décroissance des États-Unis et de l'Union européenne, mais on voit évidemment la croissance absolument colossale de la Chine et dans une moindre mesure, mais la tendance est très intéressante, de l'Inde. Donc, on voit bien que ça va être extrêmement difficile de discuter de la façon dont on va arriver collectivement à annuler
les émissions au niveau global. Ce d'autant plus qu'il y a plusieurs grilles de lecture à cela. Je vous ai montré les émissions instantanées, annuelles. Et là, on voit très, très clairement, on a tendance à dire la Chine, ça suffit, les Indiens, faites attention. Mais évidemment, il y a tout un débat sur où se trouve la responsabilité du réchauffement climatique. Et bien sûr, ça ouvre toute la question de la responsabilité historique. Et donc ici, c'est un graphique deux graphiques très intéressants qui vous montrent, voilà, qui émet. Alors, ils sont un petit peu anciens, je crois que c'est 2017 ou 2018. Ils vous montrent les contributions des différents continents et dans les continents des principaux pays aux émissions de gaz à effet de serre annuellement. Et donc là, on voit que de loin, le plus gros émetteur, c'est la Chine. Alors, ça a 3-4 ans déjà, ceci. Donc, à l'époque, c'était à 27%. Je crois qu'ils sont au-delà des 30% aujourd'hui. Et puis les USA et puis l'Union européenne. Alors ça, c'est par continent. Il y a une autre question qui se pose, c'est par tête d'habitant. C'est très, très différent aussi. Ça n'a aucun sens de comparer les émissions d'États qui ont des dimensions très, très différentes. Donc ici, si on regarde la consommation par individu aux États-Unis, elle est quasiment double celle de l'Union européenne, par exemple. Donc c'est aussi une grille de lecture différente. Mais alors, il y a toute la question de la responsabilité historique, puisqu'on le sait, le CO2, une fois qu'il est émis, il a un temps de rémanence extrêmement important dans l'atmosphère et donc un effet de serre durable. Et donc, quand on regarde la responsabilité historique du réchauffement climatique, on voit ici très, très clairement que les États-Unis et l'Europe sont beaucoup plus importants, évidemment, que la Chine. Et donc, c'est ça qui alimente le débat et qui rend le débat extrêmement complexe sur la façon dont on doit répartir les efforts entre les différents intervenants. Sans parler, évidemment, de ce qu'on appelle le Global South, qui, lui, est en fait le premier... qui est un ensemble, c'est un terme générique qui est très, très peu défini et qui est relativement vague, mais on va dire que d'une façon générale, la plupart des économies en voie de développement sont les plus impactées, et parfois extrêmement sévèrement, par les effets du réchauffement climatique, beaucoup plus que les États-Unis, que la Chine ou que l'Europe, alors qu'ils ont une responsabilité historique quasiment négligeable. Et c'est bien ça qui crée toute la difficulté des négociations. Je suis obligé d'avancer, mais on pourra en parler pendant très longtemps, parce qu'à la COP27, c'est ça qui a failli dérailler complètement les négociations, parce qu'il y avait à la fois le problème que les pays du Nord ne s'acquittaient pas de leurs promesses en termes d'aide aux pays du Sud pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre et commencer à se protéger des effets du réchauffement climatique. Ça, c'est un premier débat. Mais alors, il y a un nouveau débat qui est arrivé, qui est la responsabilité et le dédommagement pour les dommages qui sont en train d'arriver pour le moment, ce qu'on appelle le loss and damage. Et donc, on a été pendant plusieurs jours à la limite de la rupture totale des négociations. Et ça montre d'ailleurs l'énorme absence de solidarité et absence de confiance entre ce qu'on appelle le Global South et les pays développés ou occidentaux. Alors très rapidement, parce que c'est vraiment important de le comprendre dans les relations internationales, quand on parle du charbon, on parle beaucoup de la Chine et de l'Inde. Et vous savez, à Glasgow, il y a 1 an et demi, c'est la Chine et l'Inde ensemble qui, à la dernière minute, ont fait quasiment capoter la COP26 en modifiant le texte qui était quasiment approuvé. Le texte prévoyait la fin du charbon, donc le phase out of coal, et l'ont modifié à la dernière minute en phase down. Et phase down, ça ne veut rien dire, ça veut dire diminution. Voilà, donc il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas d'engagement, etc. Mais ce que je veux montrer ici, c'est que c'est deux réalités totalement différentes. Si on regarde l'Inde et la Chine sont quasiment à équivalence de population, 1,4 milliard d'habitants. Dans le cas, commençons par la Chine, c'est un enjeu purement économique. C'est-à-dire que la Chine donc représente
enfin, il y a 2 ans, plus de la moitié de la consommation globale de charbon. C'est encore 75% de son énergie primaire, donc c'est absolument colossal. Et toute son expansion économique est totalement basée encore aujourd'hui sur le charbon, même si on sait qu'il développe énormément de renouvelables et de nucléaire. Mais leur croissance est tellement vertigineuse que le charbon est essentiel. Et le représentant chinois à la COP l'a dit, c'est une phrase que j'ai reprise ici, le développement économique de la Chine est notre priorité et elle passe par le charbon. Il faut savoir que le régime chinois, le régime communiste chinois, ne tire sa légitimité que par sa capacité à augmenter la classe moyenne et à générer la croissance économique, augmenter la classe moyenne et assurer un meilleur niveau de vie que dans le passé. Donc c'est ce qui les maintient en place. Si on regarde par contre l'Inde, c'est extrêmement différent. C'est un État qui n'est pas du tout centralisé, c'est un État fédéral, et où d'ailleurs les différents États ont beaucoup d'autonomie. Mais le charbon est beaucoup moins utilisé à des fins de production d'électricité et industrielle. Le charbon est en fait véritablement au cœur de l'activité sociale de l'Inde. C'est-à-dire que les Indiens, dans leur grande majorité, utilisent le charbon pour se chauffer, pour cuisiner. C'est une activité énorme en termes de business local, d'extraction, etc. Donc c'est véritablement un enjeu beaucoup plus social. Et donc ça sera beaucoup plus difficile pour l'Inde de se débarrasser de sa dépendance au charbon que ce ne le sera pour la Chine, qui est un État extrêmement centralisé et où le charbon est utilisé de manière industrielle pour la production électrique ou pour les industries. Voilà, donc ça c'était un peu pour l'aspect climatique et quelle est la complexité de cet enjeu climatique. Je revenais rapidement sur l'identité de Gaïa que Michel avait présentée. Je ne vais pas revenir sur les différents éléments, mais moi j'ai une vision, et on en discutera certainement, j'ai une vision moins optimiste sur notre capacité de découplage. C'est-à-dire que le découplage existe, mais il est relatif. Donc on peut effectivement générer de plus en plus de PIB avec de moins en moins d'énergie, et cette énergie est de plus en plus décarbonée. Mais je pense, pour ma part, qu'il n'y aura jamais moyen, enfin qu'on va arriver à des minima, donc à des asymptotes, et que de toute façon, il n'y aura jamais moyen d'annuler un des facteurs. Donc, il y aura toujours une corrélation positive, à mon sens, entre la croissance économique et les émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, on l'avait vu, si vous vous rappelez bien, les premiers facteurs ici, dans cette équation, en fait, on avait vu que le CO2 augmentait parce que les facteurs croissants croissaient plus que les facteurs décroissants. Enfin, il y avait plus de croissance dans les 2 premiers facteurs que dans les 2 derniers facteurs. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est pas rester à l'équilibre. On ne peut pas rester à notre niveau d'émission aujourd'hui. Il faut les annuler. Et il faut les annuler très vite. On n'a plus que 27 ans pour le faire. Donc, cela me rend relativement perplexe sur la compatibilité de la croissance économique telle qu'elle est définie aujourd'hui et notre capacité à annuler les émissions de gaz à effet de serre. Et je dis bien la croissance économique telle qu'elle est définie aujourd'hui. Alors, je voulais aussi rapidement montrer ceci, qui est assez intéressant parce que ça donne une idée de la complexité de la décarbonation. Ceci montre l'impact du lockdown, en fait, donc du confinement de 2020 à la suite du Covid. C'est des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Les émissions globales de gaz à effet de serre en 2020 ont baissé de 5,6%, donc même pas 6%. Alors, si je prends la courbe net zéro que Michel avait présentée hier de cette même Agence internationale de l'énergie, la voilà. Et la première chose qu'on voit, c'est d'abord le petit cran ici. C'est intéressant parce que cette courbe net zéro, elle a été faite en 2000.
et donc elle n'avait pas encore montré le rebond qu'on a véritablement vu ici. Donc vous voyez, il y a la décroissance, mais on n'a pas le rebond. Et donc cette courbe, alors c'est approximatif, hein, c'est des valeurs lissées, mais cette courbe, elle montre en tout cas que si on veut suivre la courbe arrivée à zéro en 2050, et selon le scénario de l'Agence internationale, on devrait décroître nos émissions d'année en année de 6% pendant cette décennie. Et puis, fatalement, le taux de décroissance augmente avec le temps. Il double et puis il arrive à 100% pour la dernière tonne de CO2. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut suivre cette courbe, il faudrait, en tout cas pendant cette décennie, avoir chaque année un niveau de disruption. Je ne dis pas qu'il faut avoir un confinement, comme on l'a eu, mais il faudrait avoir une disruption de notre activité économique comparable à ce qu'on a connu en 2020. Et il faudrait l'avoir chaque année, mais il ne faudrait pas répéter une année sur l'autre. Il faudrait chaque fois trouver de nouveaux moyens de réduire par rapport à ce qu'on avait fait l'année précédente. Et quand on pense à cela, moi, personnellement, ça me donne le vertige parce qu'on l'a bien vu d'ailleurs, la première chose qui s'est passée après le déconfinement, c'est un rebond dans les émissions de gaz à effet de serre et rien, à mon sens, n'indique qu'on ne va jamais arriver à faire ceci. Donc moi, j'ai une vue, c'est évidemment une perception et une analyse personnelle, mais j'ai une vue relativement pessimiste de notre capacité à s'approcher des courbes de zéro émission. Alors, je termine parce que on arrive, oui, je suis dans les temps. Je voulais ici résumer rapidement les positions de négociation des différents États par rapport à la COP27. Alors, si on regarde les pays producteurs du Golfe, c'est le cynisme absolu, hein, il faut bien s'en rendre compte, c'est « je veux vendre le plus possible, au plus haut prix, le plus longtemps possible ». Et d'ailleurs, il faut savoir que l'Arabie saoudite, avec la Russie, ont été les deux pays qui ont fait un lobbying d'enfer pour essayer de s'affranchir de la limite de la référence à 1,5 degré de la COP21, de l'accord de Paris. Donc c'est le cynisme absolu et il ne faut absolument pas imaginer un seul instant qu'aucun de ces États n'a la moindre intention, la moindre politique en faveur de la diminution de consommation. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de se préparer à cette transition énergétique qui va quand même se passer, mais ils font tout pour la retarder. Alors, la Russie, exactement la même position. Donc, d'ailleurs, la Russie était aux côtés de l'Arabie saoudite dans ce lobbying. Le plus possible, au plus cher possible, le plus longtemps possible. Alors, la Chine, on l'a vu, elle a une position qui est très différente. C'est qu'elle agit quand même assez fort par rapport au réchauffement climatique. C'est d'ailleurs un gros problème pour la Chine à beaucoup d'égards. Je ne vais pas revenir sur le détail, les montées de température, mais la légitimité de leur pouvoir, de leur gouvernement, du Parti communiste, réside dans leur capacité à augmenter l'influence de la Chine et à garantir la croissance économique. Donc, tout ce qui sera nécessaire pour le garantir, ils le feront, et ils le font. L'Inde, comme je l'ai dit, le charbon fait partie de leur activité sociale, de leur ADN, mais la position de l'Inde à la COP27 était qu'ils étaient d'accord de prendre des engagements sur la sortie du charbon, mais à une condition, c'est qu'il y ait des engagements également sur les autres énergies fossiles, parce qu'ils ne voulaient pas être pénalisés plus que les autres États du fait de leur dépendance au charbon. Mais c'est quand même une position déjà relativement différente de la Chine. Alors, les États-Unis, ils sont relativement en pointe, et on l'a vu, on va le voir avec leur Inflation Reduction Act, qui est leur grand paquet de promotion en fait, industrielle des énergies renouvelables. Mais ils ont aussi été à la limite de faire capoter les négociations parce que dans cette fameuse responsabilité, ce qu'on appelle le loss and damage, c'est-à-dire la responsabilité des États du Nord et leur prise de responsabilité pour dédommager les catastrophes naturelles climatiques qui sont en train de se produire aujourd'hui, les États-Unis étaient fortement opposés parce que ce qu'ils craignent par-dessus tout,
c'est que l'acceptation de ces loss and damages ouvre le champ sur ce qu'on appelle la responsabilité historique. C'est-à-dire, si on commence à discuter du fait que, bon, quelque part, c'est vous qui avez envoyé tout ce CO2, donc vous êtes responsable, alors c'est évidemment un débat qui peut mener extrêmement loin en termes de responsabilité et de réparation des dommages, avec des impacts financiers qu'on ne peut même pas mesurer. Donc ça, c'est vraiment leur fantôme absolu. Et donc, ils ont maintenu... le nom m'échappe. John Kerry était là à la COP27. C'était vraiment très intéressant de le voir discuter. Mais ça a été vraiment à la dernière minute qu'ils ont accepté l'idée de parler du loss and damage. Mais ça va être vraiment le problème de la responsabilité historique va revenir sur le tapis. Vous allez le voir. Alors l'Afrique, c'est très intéressant. On ne peut pas parler, c'est toujours réducteur de parler de l'Afrique comme un ensemble, parce que c'est quand même un continent extrêmement hétérogène. Mais globalement, leur position est qu'ils se sentent extrêmement frustrés de ne pas pouvoir utiliser les ressources qu'ils sont en train de découvrir, ils en ont beaucoup, pour leur développement économique. Parce que c'est évidemment ce qui leur permettrait le plus rapidement, le plus facilement de réduire l'écart avec les standards occidentaux. Donc il y a vraiment un problème ici de légitimité des pays développés à contraindre l'utilisation par l'Afrique de ses propres ressources. C'était quoi le suivant? Oui, donc l'Europe. Alors l'Europe, elle est certainement très en pointe sur les négociations climatiques, mais on est confronté depuis 1 an et demi à une terrible crise énergétique. Et évidemment, on va le voir, c'est la deuxième partie de la leçon, ça nous oblige à faire des grands écarts à certains points de vue, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et alors, il y a, et ça c'était absolument poignant, moi j'en ai pleuré véritablement dans les témoignages donc à la tribune de la COP de tous les petits États, les îles, essentiellement du Pacifique, mais il y en avait aussi dans les Caraïbes, de chefs de gouvernement ou de chefs d'État qui disent, voilà, on est en train de disparaître, tout simplement de disparaître. Il y a certaines îles qui sont recouvertes par la mer entièrement. Donc c'est absolument tragique. Et c'était aussi tragique de voir à quel point leur discours passait, j'allais dire en sous-marin, c'est un mauvais jeu de mots, mais c'était vraiment ça. Je me souviens très bien d'avoir vu la chef de gouvernement d'une de ces îles, je ne sais plus laquelle, qui a fait un discours. Normalement, l'intervention est limitée à 3 minutes. Elle a fait une intervention de 12 minutes qui était absolument poignante. Et 3 interventions après, il y avait le responsable, le représentant du Qatar, qui a fait une intervention en vantant les mérites du gaz et en faisant la publicité pour la Coupe du Monde qui commençait une semaine plus tard, la Coupe de football. Hein. Donc, on se trouve dans des situations absolument surréalistes. Voilà. Ah non, pas voilà. Donc, comme je le disais, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer de cette problématique ou de ce driver qui était s'assurer l'approvisionnement d'énergie fossile vers une situation où on va avoir de moins en moins besoin d'énergie fossile, mais de plus en plus, on va vouloir s'assurer un leadership économique et industriel sur les énergies renouvelables, c'est-à-dire avoir un leadership industriel, donc avoir les moyens financiers de développer une industrie compétitive au niveau global, et lui-même qui va reposer sur à la fois avoir un leadership technologique et avoir toutes les matières premières nécessaires à ces énergies renouvelables. Et ça, c'est un élément absolument essentiel sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Je passe les 2 graphes du dessous. Et en fait, ce que je montre dans le slide précédent est en train de se passer sous nos yeux aujourd'hui. On a vu, donc en octobre l'année dernière, les États-Unis ont donc lancé cet énorme paquet financier de 370 milliards de dollars pour stimuler l'industrie américaine dans les énergies renouvelables. La réponse de l'Europe
est venu un petit peu plus tard, au sommet de Davos, il y a 2 ou 3 semaines, avec le lancement du Net Zero Industry Act par la Commission européenne, par la voix de Ursula von der Leyen, sa présidente. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais on voit bien que la question du financement de cette industrie est absolument essentielle et c'est vraiment le nerf des discussions aujourd'hui et ça conditionne fondamentalement les relations internationales. Donc ça, c'est un premier élément. Alors, l'aspect leadership technologique, c'est avoir les meilleures technologies, donc les meilleurs ingénieurs, les meilleurs scientifiques, et donc il y a une bagarre sans précédent qui est en train de se passer aujourd'hui sur la rétention des cerveaux, du savoir, de la propriété intellectuelle, des brevets. Et enfin, il y a la question évidemment d'accès aux minéraux critiques. Et donc là, j'ai simplement indiqué la découverte des terres rares, de la mine de terres rares en Suède. C'est peut-être pas anecdotique, mais je veux dire, on est vraiment dans une course par rapport à ces matériaux critiques, et c'est un des sujets que je développerai dans la 3e partie du cours. Voilà, donc ça, c'était un petit peu un ensemble de couples de presse que j'avais réunis il y a un an, un peu plus d'1 an, donc oui, 1 an et demi, et on voyait bien que tout se passait justement sur les problèmes d'investissement et sur ce qu'on appelle le race to net zero, c'est-à-dire la guerre internationale pour sécuriser un leadership sur l'énorme marché que sera le marché de l'énergie future, c'est-à-dire le marché des énergies renouvelables. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est la guerre. C'est tragique à dire. Et si on regarde la situation 1 an plus tard, on est dans une logique totalement différente. C'est-à-dire que les tensions internationales, alors qu'on était encore dans une logique de coopération, on est ici dans une logique de défiance totale. Et on voit le grand retour des énergies fossiles au centre des débats, puisque pour un certain nombre pour tous les pays du monde, il y a une crise énergétique, une augmentation des énergies fossiles. Ça a généré une inflation énorme, donc un problème de pauvreté, mais ça a impacté aussi beaucoup, ça a eu énormément d'effets sur la production agricole, sur les engrais, sur 150 000 choses. Et on voit aussi évidemment tout le problème des superprofits, mais je vais y revenir tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on aurait pu croire que les choses étaient blanches, que l'ensemble de la planète interprétait cette invasion comme nous le faisons depuis l'Europe, c'est-à-dire comme une invasion illégale, une pénétration dans un territoire souverain par un autre territoire. Alors c'est très intéressant et c'est effrayant de voir que la condamnation de cette invasion, en tout cas le projet de condamnation de cette invasion aux Nations Unies a été en fait extrêmement partagé au niveau des votes. Et donc vous le voyez ici, c'est une carte très très intéressante qui est faite par le Economist Intelligence Unit, donc c'est le journal The Economist, et il montre en fait que voilà la tendance des pays. Donc les rouges foncés sont évidemment en faveur de la Russie, donc Kazakhstan, Chine, pays du Golfe, beaucoup de pays africains, on va y revenir, et puis beaucoup de pays qui sont neutres, donc qui n'ont pas voté ni pour ni contre, je dirais bien au contraire, mais qui sont abstenus. Et on voit ici que ceux qui ont condamné, c'est essentiellement, donc ces pays représentent 60% du GDP mondial, donc c'est essentiellement les pays occidentaux riches, et que c'est surtout en fait tous les pays de ce qu'on appelle le Global South, donc en voie de développement ou des économies en transition, qui se sont abstenus. Et si on prend les abstentions et les votes contre la résolution et donc en faveur de la Russie, ça représente quand même 2/3 de la population mondiale. Donc le message ici, c'est que le modèle occidental et surtout le système de référence internationale des Nations Unies, des institutions internationales comme on les connaît, n'est plus du tout une référence globalement partagée par le monde. Et ça, c'est un message qui est très paniquant, mais absolument essentiel, sur lequel je reviendrai tout à l'heure.
Donc, pour terminer cette section, voilà, la géopolitique de l'énergie sera dans le futur essentiellement, de plus en plus, essentiellement conditionnée par ce qu'on appelle le race to net zero, c'est-à-dire par cette capacité à atteindre ou à dominer la transition énergétique vers la neutralité carbone, et donc d'avoir une suprématie au niveau de la maîtrise des énergies renouvelables, à la fois dans leur production et leur déploiement. Alors, la guerre créée par l'invasion russe, elle a en fait révélé, catalysé toute une série d'autres crises sous-jacentes dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais ça a été vraiment un catalyseur de toute une série d'autres crises. Elle va, et on va le voir plus en détail, elle va créer un regain d'attention sur les énergies fossiles, en particulier sur le gaz, relativement important, mais qui, selon moi, sera totalement temporaire et ne perturbera absolument pas les drivers fondamentaux qui sont cette transition énergétique vers les énergies bas carbone. Alors un autre message, et on y reviendra dans la troisième section, c'est que l'ordre économique mondial qu'on connaissait depuis la fin de la guerre froide, en 1991, il est définitivement parti. On est entré dans un nouvel ordre qui est encore très largement indéfini, qui est multipolaire, mais qui malheureusement est beaucoup plus incertain que celui qu'on a connu jusqu'à présent. On en discutera dans la troisième section. Donc voilà, ceci termine un petit peu la première partie qui en fait établissait le fait que fondamentalement la géopolitique maintenant va être très fort liée au réchauffement climatique et à la maîtrise de l'économie qui va permettre la transition vers zéro carbone, ou en tout cas vers une situation qui sera tenable d'un point de vue environnemental et climatique. La deuxième partie maintenant, on va regarder plus particulièrement la crise européenne, et donc c'est là qu'on va voir en quoi les énergies fossiles reviennent sur l'avant de la scène, mais probablement de façon temporaire. Et la première chose, j'aime beaucoup ce slide parce que Fatih Birol, c'est un des hommes les plus influents au monde aujourd'hui. C'est le directeur, le CEO ou l'executive director de l'Agence internationale à l'énergie. Et donc, il dit la crise énergétique que l'on connaît aujourd'hui est une crise qui est sans précédent par son ampleur, ça on le comprend, mais aussi par sa complexité. C'est-à-dire que toutes les crises énergétiques précédentes pouvaient être gérées en tant que crise énergétique. Aujourd'hui, l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine a créé une crise énergétique qui est en fait interconnectée à peu près tous les éléments de la politique internationale. Et donc, ça rend en fait la résolution de cette crise énergétique extrêmement complexe. Alors, je reviens sur la situation en Europe. Et donc, vous l'avez vu avec Michel, voilà, voici un graphe beaucoup plus simplifié. En gros, en Europe, malgré tous les efforts qu'on a fait de déploiement d'énergie renouvelable, on dépend encore à plus de 70% des énergies fossiles. Et donc, vous voyez ici, essentiellement, le pétrole à 36% et donc le charbon 13%, et le gaz à 22-23%. Donc on est très largement dépendant de ces énergies fossiles et nous n'en produisons virtuellement aucune. Je crois que le slide suivant le montre. Non. Donc pour donner un ordre de grandeur, on dépend à 97% d'importation pour les produits pétroliers et à 90% pour le gaz. On a encore très peu de production. On a fermé virtuellement toutes les productions européennes, principalement dans le nord de la Hollande. Groningen, qui était une très grosse production de gaz, est en train d'être définitivement fermée pour des raisons de tremblement de terre et d'opposition évidemment de la population. Alors, notre gaz, on l'importe à 90%. Et vous voyez qu'on a été extrêmement imprudent parce qu'on l'importe à 90% et
45%, donc c'est-à-dire 40% de ce qu'on utilise, 90% de 45%, c'est 40. 40% de notre consommation de gaz venait avant le conflit par pipeline d'un seul fournisseur, la Russie. Et puis après, vous voyez, le deuxième fournisseur, c'était, où est-ce qu'elle est? Voilà, la Norvège, ici. Et puis, c'est un petit peu plus morcelé. Mais donc, relativement peu de fournisseurs et 40% de notre consommation qui vient d'un seul pays par pipeline. Alors, le problème, évidemment, c'est que une fois que là, on est entré en conflit, ou que plutôt la Russie est entrée en conflit avec l'Ukraine et donc avec l'Europe, on a été tout de suite confronté à la problématique de savoir comment remplacer les flux de gaz russes par d'autres fournisseurs. Et c'est là que se trouve toute la complexité, c'est que, en fait, la quantité qu'on importe de Russie est absolument gigantesque. En termes de quantité énergétique, c'est gigantesque. C'est 155 milliards de mètres cubes de gaz qu'on importait annuellement depuis la Russie. C'est absolument colossal. Alors, deux possibilités. Si on n'importe plus de la Russie, on peut soit essayer de compenser à partir des autres fournisseurs qui fournissent par pipeline. Et donc là, il y a l'Algérie et la Norvège, mais ils sont quasiment l'un et l'autre au maximum. Il y a un petit peu l'Azerbaïdjan qu'on ne voit pas ici. Mais donc, toutes ces infrastructures ont une capacité résiduelle extrêmement faible et donc les augmentations de quantité dans ces pipelines sont assez faibles. On parle de 10 à 20 BCM à tout casser par rapport à 150 à remplacer. Ce qui veut dire que le remplacement du gaz russe devra se faire par le marché de ce qu'on appelle le GNL, c'est-à-dire le gaz naturel liquéfié, LNG en anglais. Alors, il y a peu de gens qui ont fait le calcul, mais moi, je l'ai fait. Et le problème, c'est que le marché mondial du LNG, il est environ aussi il était à environ à 350 BCM. Donc, la quantité de gaz russe qu'on importait par pipeline représentait 40% de notre consommation, mais représente aussi 40% du marché du GNL mondial. Donc, ce marché du GNL, au moment où la crise a éclaté, il était déjà sous tension pour plusieurs raisons. Parce qu'il y avait une certaine reprise économique du fait du rebond post-Covid, et parce qu'il y avait aussi une partie de l'infrastructure qui n'était pas opérationnelle du fait des retards de maintenance à cause du Covid et du fait du sous-investissement qui avait commencé depuis une dizaine d'années à cause de la transition énergétique. Et donc, on était sur un marché de GNL déjà sous tension, donc avec pas de capacité résiduelle. Et donc, on souhaite tout à coup, l'Europe doit s'acheminer, doit prévoir ou doit retrouver 40%, l'équivalent de 40% de ce marché global pour compenser le gaz russe qui est coupé du reste du marché. C'est pour ça que les prix ont explosé sur le gaz. Donc c'est ça qui a créé vraiment la tension énorme sur les marchés de l'énergie pendant la première phase de la guerre. Alors ici, deux messages sur ces slides. Celui-ci est très très intéressant parce que vous voyez que l'invasion, elle se situe là. Donc après 2022, 24 février 2022. Et vous voyez que le Kremlin a été très très subtil en diminuant déjà depuis l'été 2021 les approvisionnements de gaz à l'Europe. Et il l'a fait parce que ces approvisionnements sont à la fois des contrats long terme, mais aussi des approvisionnements sur le marché spot. Donc, il pouvait ne pas dénoncer les contrats long terme, mais réduire les approvisionnements. Et donc, il a créé une tension sur les marchés qui a créé l'envolée des prix. Ça, c'est le prix du gaz, le prix spot du gaz. Et donc, si on tient compte de l'invasion ici, on voit que le prix du gaz qui était ici largement en dessous des 50 € du mégawattheure a explosé bien avant l'invasion, ce qui lui a permis de faire un trésor de guerre en termes de devises étrangères pour financer son effort de guerre. Ce slide-là, il montre, il est un peu compliqué, mais il est assez complet. Il montre en fait que voilà, ces 155 BCM qui venaient de Russie doivent être remplacés en fait par le marché du GNL qui lui-même est sous tension. Alors, ce marché du GNL
sa capacité est en train d'augmenter. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, malheureusement, parce qu'il faut savoir que tout investissement fait dans une infrastructure fossile va être utilisé et amorti sur 30 ou 40 ans. Mais donc des capacités supplémentaires, donc cette chaîne de valeur du GNL va augmenter, mais seulement les effets vont seulement se faire marquer d'ici la fin de l'année et dans les deux à 3 années précédentes. Donc on va encore rester dans une situation de tension très forte pendant au moins 2 ou 3 ans. Et voilà, donc on voit ici l'effet, comme je l'ai dit, des prix de la guerre ou plutôt la manipulation de marché d'abord sur le prix du gaz et puis de l'invasion. Donc on était, rappelez, on a peine à le croire, mais si on regarde en octobre 2021, on était en dessous on était à 15-20 euros du mégawattheure pour le prix du gaz. Donc, c'est vraiment un niveau qui était quasiment stable et c'est vraiment à partir de l'été 2021 qu'on a vu, du fait de la diminution des importations, le prix a commencé à monter, mais donc très fort, puisqu'on est passé d'environ 20 jusqu'à 50, 100 euros avant l'invasion. Et puis, je me rends compte d'ailleurs que le slide a bougé parce que... Non, c'est bien ça, c'est ça, oui, voilà, janvier, voilà, donc l'invasion est là. Et donc, voilà, invasion, et puis on connaît l'histoire. Les prix sont restés très, très hauts dans la zone des 100 euros. Alors, il y a eu la grande incertitude de savoir comment l'Europe allait passer l'hiver, parce qu'on était dans cette grande problématique de savoir si on allait parvenir à remplir les stocks de gaz en prévision de l'hiver, la consommation de gaz étant extrêmement saisonnière. Donc beaucoup d'utilisation pour le gaz de chauffage, donc forte consommation en hiver. Et donc c'est ça qui a créé une incertitude et une tension énorme sur les marchés, jusqu'au moment où on s'est rendu compte, et c'était à peu près, voilà, ici, donc après les stocks ont commencé à être remplis, on s'est dit on va y arriver. Et puis en décembre, les prix ont commencé vraiment à chuter. Décembre, c'est ici. Décembre, les prix ont commencé à chuter véritablement parce que comme l'hiver a été doux, qu'on avait réussi à remplir les stocks, il n'y avait plus vraiment de risque de blackout et donc l'incertitude, la tension sur les marchés à court terme, en tout cas très fort diminué. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se situe depuis un mois dans une bande de 50 à 60 euros du mégawattheure. Ce qui ne veut pas dire du tout que nous sommes sortis de l'auberge. Ça reste d'abord environ 3 fois plus cher qu'avant la guerre. Premier élément, mais surtout, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait qu'à court terme, on va passer l'hiver et qu'il n'y aura pas de gros problèmes, mais il y a fort à penser que ceci pourrait repartir à la hausse très significativement en fonction de toute une série de facteurs qui sont aujourd'hui inconnus, qui sont le niveau de la reprise économique, qui est donc de la consommation mondiale de gaz, qui sont l'arrivée en ligne des nouvelles capacités de LNG en fonction des investissements. Donc, s'il y a des retards, ça va poser un problème. Qui sont la rudesse de l'hiver prochain. On a eu un hiver particulièrement clément. Est-ce que ce sera le cas de l'hiver prochain? Rien n'est moins sûr. Et qui est aussi toute l'incertitude qu'on a sur la production électrique, hydraulique, éolienne, et nucléaire. On pense que la France est sortie de sa torpeur avec la moitié de son parc qui était en maintenance il y a quelques mois. Mais donc voilà, c'est tous ces facteurs-là qui vont déterminer si les prix vont partir à la hausse ou pas, sans compter bien sûr l'évolution du conflit. Alors, pourquoi est-ce que ce prix du gaz a eu un impact tellement catastrophique sur le prix de l'électricité? Et donc là, je vais être très prudent parce que je vois que Michel me regarde avec... alors, Michel vous a présenté la façon dont le prix de l'électricité... Tu dis? Ah, c'est Anne qui l'a présenté, voilà. Dont le prix de l'électricité sur le marché de gros est déterminé. Ça s'appelle en fait le principe de costing du coût marginal ou du merit order curve. Et donc, je vous le rappelle, le système est très simple. On aligne, ceci représente le coût marginal, donc le coût pour c'est-à-dire le coût pour le coût supplémentaire pour la production d'une unité d'énergie. Donc, ça ne tient pas compte de l'investissement de base.
Et donc, on aligne en fonction du coût marginal les différentes unités de production. Ça commence évidemment par le renouvelable, solaire, PV, hydraulique. Et puis, on a le charbon, lignite, et puis on a le nucléaire, ou l'inverse, ça dépend. Ça dépend des moments, oui. Et puis, on a toujours, enfin, le gaz. Et donc, l'opérateur de réseau, qu'est-ce qu'il fait? À tout moment, il regarde quelle est la demande. Donc, si à un moment donné, voilà, on se trouve ici, eh bien, ou c'est l'inverse, oui, voilà. Donc, il regarde la demande. Oui, il regarde la demande, et donc on voit quelle est la centrale, quelles sont les centrales qu'on doit mettre en ligne. Et donc, si la demande augmente, eh bien, paf, on doit mettre en route les centrales au gaz. Alors, le problème, c'est que habituellement, le coût des centrales au gaz était de l'ordre, corrige-moi, de 70 à 80 euros du mégawattheure, avec les prix du gaz qu'on a connus précédemment. Et le problème, c'est qu'avec l'explosion du prix du gaz, ce coût marginal est passé entre 150 et 500 euros du mégawattheure. Et donc, ce n'est pas ce graphique qu'on a, mais en fait, cette colonne-ci, elle se trouve ici. Et donc, chaque fois que l'on doit faire appel à une centrale au gaz, pouf, le prix du marché explose. Et c'est ce prix qui détermine le prix du marché. Donc, tous les autres générateurs vendent leur électricité au prix déterminé par la centrale la plus chère. Et c'est ça qui introduit une distorsion majeure, avec un coût du marché qui est extrêmement élevé et qui s'est répercuté sur notre facture, et évidemment des super profits absolument gigantesques engrangés par les centrales qui n'utilisent pas de gaz. Hein, donc on va le voir, c'était un gros problème. Et on voit ici l'impact sur les prix de l'électricité. Alors c'est très intéressant, vous pouvez regarder le prix de chacun des pays. Et vous voyez, en gros, mais ça c'est un autre débat, mais le marché européen, en fait qu'on a un certain nombre de bidding zones, mais comme ils sont interconnectés, les prix sont quasiment alignés partout en Europe, sauf quand les interconnecteurs sont saturés et où les zones se désynchronisent les unes des autres. Mais globalement, on voit que le prix de l'électricité, en fait, a suivi, on voit que les pics correspondent exactement aux pics de la courbe du prix du gaz. Et c'est ça qui en fait explique pourquoi le prix de l'électricité est lié au prix du gaz. Et c'est précisément pour cette raison-là que la Commission européenne est en train aujourd'hui de plancher sur une réforme de ce modèle de marché, avec une première proposition qui sera proposée à la fin du mois de mars et qui fait l'objet d'énormément de débats. Parce que bien sûr, changer le modèle de marché a des conséquences absolument gigantesque, à la fois sur la valorisation de tous les actifs de génération, mais aussi sur les signaux d'investissement, etc. Donc, c'est un sujet extrêmement complexe sur lequel, d'ailleurs, Michel planche beaucoup et sur lequel il y aura une conférence la semaine prochaine à l'ULB. Alors, impact, bien sûr, on le sait, des coûts d'énergie au niveau du particulier de 3 à 5 fois ce qu'ils étaient l'année précédente. On l'a vu. Et bien sûr, le risque immédiat, c'est que s'il n'y avait pas eu une réaction extrêmement forte, à la fois au niveau européen, mais au niveau des États membres, pour protéger, et je sais que ça a été extrêmement relatif, mais pour protéger le citoyen, il y avait véritablement un risque d'embrasement et de stabilité au niveau des pays individuellement, mais au niveau de l'Union européenne aussi, à mon avis. Donc ça a été vraiment un moment extrêmement dangereux pour l'Union, pour le système de l'Union européenne. Bruno Coleman, que vous connaissez sans doute, avait estimé qu'en l'absence d'intervention gouvernementale en Belgique, la hausse des prix aurait projeté à peu près 40% des ménages belges pas dans la précarité, dans l'incapacité de payer leurs factures d'énergie. Donc c'était vraiment, c'est très, 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 très dur comme choc. Mais ça s'est fait, évidemment, cette protection, n'est pas neutre. Ce n'est pas le sujet de la discussion aujourd'hui, mais ça a beaucoup d'implications au niveau des finances publiques. Alors, ce que ça crée aussi, c'est des super profits. Alors, deux catégories de super profits. D'abord, les producteurs de gaz. Et ça, c'est
absolument cynique et monstrueux, puisque c'est eux-mêmes qui sont à la base de notre problème existentiel qui est le problème climatique. Et donc, du fait de la guerre, et sur le dos des consommateurs, ils se font des profits monstrueux, puisqu'ils ont des coûts d'extraction et de distribution de gaz qui sont virtuellement les mêmes qu'avant le conflit, mais ils vendent leur gaz 2 à 8 fois plus cher. Non, que dis-je, 3 à 15 fois plus cher. Donc, ça a expliqué des profits gigantesques. J'ai repris, enfin, je n'ai pas changé le slide, mais vous pouvez voir dans la presse, tous les résultats de tous les majors sont astronomiques. Et en ce, y compris la Norvège, qui a fait, dont le fonds souverain a fait, je crois, un super profit de 70 milliards d'euros, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est indécent, c'est tout simplement indécent, puisqu'on a une population européenne qui se serre la ceinture, qui est mise en situation de quasi-précarité, et que les gens qu'on aurait dû déjà taxer depuis longtemps, puisque ces entreprises sont largement, enfin, ou directement responsables du réchauffement climatique, sont celles qui bénéficient de la guerre et de la précarité de la population. Donc ça, c'est évidemment totalement inacceptable. Et je suis, moi, très étonné de voir la frilosité avec laquelle les gouvernements au niveau européen ou au niveau national osent taxer ces entreprises. Une autre catégorie, c'est tous les générateurs donc d'électricité, donc tous les producteurs d'électricité qui n'utilisent pas de centrales au gaz. Donc, par exemple, toutes les énergies renouvelables, tous ceux qui produisaient de l'électricité à base d'énergie renouvelable, ont bénéficié de prix, ont vendu leur électricité à des prix absolument astronomiques, alors que leur coût de production n'a absolument pas changé. Et donc ça, c'est vraiment les deux grandes catégories qui ont fait des surprofits monstrueux. Mais il faut se garder de condamner le secteur de l'électricité en général, parce que c'est un secteur qui est compliqué. Michel vous l'expliquait avec les différents intervenants, l'unbundling. Il y a aussi toute une série d'acteurs qui ont été pris en étau, dont certains ont fait faillite d'ailleurs, à cause de l'écart entre les prix auxquels ils étaient engagés sur les prix des coûts long terme et leur approvisionnement sur les marchés spot. Donc, le secteur de l'énergie a été relativement malmené. Certains ont fait des profits gigantesques, d'autres ont fait faillite. Je ne reviens pas sur le détail pour garder le timing. Alors, au niveau de l'Union européenne, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on était depuis un petit temps en train de ronronner sur ce qu'on appelle le EU Green Deal, enfin en tout cas sur la transition énergétique avec le paquet phare de l'Union européenne qui s'appelle le EU Green Deal et qui en fait est un ensemble de politiques et d'instruments qui favorisent la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Et donc, la question de la sécurité de l'approvisionnement n'était plus à l'ordre du jour depuis des décennies quasiment. Hein. Donc, même lors de l'invasion de la Crimée, 3 mois après, Christophe de Margerie est en train de négocier, donc l'ancien CEO de Total, est en train de négocier avec Poutine. C'est ce qui lui a coûté la vie d'ailleurs, puisque c'est en redécollant de Moscou que son jet a heurté un véhicule aéroportuaire. Donc on était en cette logique-là. Et puis, du jour au lendemain, depuis entre octobre 2021 et février 2024, donc ça s'est passé quand même sur 4 mois, donc c'est très très court. Tout à coup, on se retrouve devant un problème qu'on n'avait plus envisagé depuis très longtemps, c'est-à-dire un problème majeur de sécurité de l'approvisionnement. Alors, encore une fois, si on a une disruption de l'approvisionnement, les conséquences sont dramatiques pour une économie et à la fois d'un point de vue économique, mais d'un point de vue social, avec des conséquences qu'on n'imagine même pas. Hein, il faut savoir que s'il y a des blackouts, probablement que Michel connaît ça mieux que moi, je crois qu'après un petit nombre d'heures de rupture d'électricité, il commence à y avoir de l'insécurité dans les rues. Hein, donc c'est des conséquences qu'on n'imagine tout simplement pas. Donc c'est devenu vraiment le sujet principal. Et puis très rapidement après, il y a eu la question pour l'Europe de se dire oui, on doit sécuriser l'approvisionnement et donc on achète du gaz à n'importe quel prix, notamment sur le marché du GNL et en redéviant ou en rachetant des contrats qui avaient déjà été négociés par d'autres pays à plus haut prix. Mais se posait évidemment la question d'éviter
l'implosion ou l'explosion sociale. Et donc, on s'est tout à coup retrouvé dans une dualité, donc assurer la sécurité d'approvisionnement à n'importe quel prix, mais en même temps offrir un bouclier tarifaire. Alors ça, c'est le terme français, on n'a pas eu ça en Belgique, malheureusement, mais en tout cas, offrir un certain nombre de mesures qui permettent la continuité sociale. Et puis, aujourd'hui, on est de nouveau dans une logique où, voilà, on revient sur, OK, on a fait tout ça, on a évité le pire, mais on doit maintenir les objectifs à long terme. Et ça, l'Europe l'a parfaitement, je dirais, confirmé, que la crise ne remettait en rien son engagement de neutralité climatique à l'horizon 2050. Et tout ça, cet équilibre entre ces trois conditions est matérialisé par un plan européen qui s'appelle Repower EU, que vous voyez ici et qui reprend, en fait, c'est très bien dessiné, ça reprend les trois axes d'action. Il y a un axe, comment réagir à la crise, c'est-à-dire à 40% de notre gaz qui disparaît du jour au lendemain. Eh bien, il faut, première chose, accélérer la transition énergétique, c'est-à-dire accélérer la décroissance de la dépendance des énergies fossiles grâce à plus de génération par les énergies renouvelables. Deuxième axe extrêmement important, pour moi, serait dû la première communication, ça a été la deuxième de la Commission, c'est la sobriété énergétique, c'est diminuer la consommation. Et donc, au niveau du gaz, à ma connaissance, on est à peu près sur l'hiver à moins 20%, moins 20-25% par rapport... Pour l'hiver, hein, sur l'hiver, voilà, par rapport à l'année précédente. Encore une fois, à relativiser parce qu'on a eu un hiver très doux, mais c'est quand même très, très significatif comme diminution. Et donc ça, c'est un message absolument essentiel parce que, d'une part, il permet d'éviter la rupture d'approvisionnement. Deuxièmement, la diminution de consommation détend le marché. Fatalement, s'il y a moins de demande, ça tire les prix vers la baisse. Et puis, troisièmement, c'est un sujet absolument essentiel pour le grand oublié de ce débat, qui est le problème climatique. La sobriété énergétique, on va devoir y passer de toute façon. Donc ça, c'est un axe essentiel. Et puis, troisièmement, c'était diversifier les approvisionnements de gaz en négociant des contrats avec d'autres partenaires. Et donc, c'est essentiel. C'est les partenaires qu'on avait déjà, par pipeline, Azerbaïdjan, Norvège, Algérie, et puis surtout sur le marché du LNG, avec les États-Unis. Ici, voilà les différents objectifs chiffrés que l'Union européenne s'est mis en horizon 2030. Je ne vais pas les commenter tous, mais je les ai analysés, on les a, avec mon organisation, analysés en détail. Et ces objectifs sont extrêmement ambitieux, ce qui est bien, parce que l'ambition invite à l'action. Mais ils sont, à mon sens, pour certains, voire beaucoup, totalement inatteignables. Alors, pour donner un ordre de grandeur, celui-ci possible, mais très ambitieux. Aujourd'hui, en Europe, il y a 200 gigawatts de PV déployés, qui correspond en fait à tout ce qu'on a installé depuis le début de l'ère du photovoltaïque depuis 15 ans. Et donc, on va passer de 200 à 600 dans les 7 ans à venir. C'est possible, mais c'est très ambitieux. Et c'est d'autant plus ambitieux que 80 ou 90% de ces panneaux sont fabriqués en Chine. Donc, quelle va être la réaction du marché ? À quel prix va-t-on acheter ces panneaux ? C'est vraiment un gros problème. Comment ? Alors, ça, c'est le problème d'approvisionnement. Un autre problème énorme qui se pose, c'est est-ce que l'infrastructure est prête ? On n'accueille pas 400 gigawatts de PV comme ça, sans modifier l'infrastructure, en particulier le réseau. Et on sait que le réseau européen est déjà saturé à beaucoup d'endroits. Par exemple, dans certaines parties de la Hollande, il n'y a plus de capacité d'accueil d'énergie renouvelable. Donc, c'est très problématique. Voilà, et puis on peut continuer longtemps. Sur l'éolien, c'est également très ambitieux, mais surtout, et avec une très très forte ambition sur l'éolien en mer du Nord. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'incertitudes sur ce sujet-là. L'hydrogène, Michel l'a répété hier, l'hydrogène,
c'est une technologie qui est extrêmement, un vecteur qui est très important pour assurer la transition, mais son impact, on le verra probablement d'ici 5 à 10 ans au minimum. Et donc, les valeurs qui sont ici sont, à mon avis, extrêmement ambitieuses. On n'y arrivera pas à y arriver. Donc, voilà, on tend vers cet objectif, mais il est, à mon sens, très, très, très difficile à atteindre. Alors, pour conclure sur ce chapitre, cette crise énergétique, elle a eu en Europe un effet absolument remarquable, un petit peu comparable à celui de la crise du Covid, c'est qu'il a créé une convergence au niveau de l'Union qu'on n'avait jamais vue avant. Moi, je travaille dans cet environnement depuis une quinzaine d'années, et ce que j'ai vu d'abord avec la crise du Covid et puis ensuite avec la crise énergétique, c'est du jamais vu. Cette capacité de prendre, de décider de 9 paquets de sanctions, de décider du financement, de la mise en place de fonds de financement, de règles sur le permitting quasiment en l'espace de semaines, c'est du jamais vu au niveau de l'Union européenne, qui est essentiellement une organisation extrêmement consultative et extrêmement longue. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et je crois que ça va avoir un rôle extrêmement de ciment, parce que dans, je dirais, la mer déchaînée qu'est le monde actuel, les États qui avaient quelques ambitions d'autonomie se sentent bien plus sécurisés au sein d'une union forte plutôt que seuls. Donc ça, c'est un premier effet. Pardon. Et alors, au niveau, ça c'est très important, au niveau de la transition énergétique, on voit que cette guerre nous oblige aujourd'hui à réinvestir dans des infrastructures fossiles, notamment beaucoup de pipelines à l'intérieur de l'Europe, de façon à rendre... En fait, le gaz venait essentiellement de l'Est et était acheminé par pipeline vers l'Ouest, et maintenant, c'est plutôt le LNG qui arrive sur les côtes, essentiellement à l'Ouest, qui doit être acheminé vers l'Est. Donc, il y a énormément de travail d'infrastructure à faire de ce côté-là. Il y a aussi pas mal de projets de stations de regazéification pour accueillir le LNG, notamment en Allemagne. On a eu 2 nouvelles en l'espace de quelques mois. Donc, on réinvestit dans des infrastructures fossiles, et ça, c'est à mon sens dramatique, mais c'est indispensable. Mais je pense que très rapidement, et probablement sur une échelle de 3 à 5 ans, voilà, on va retrouver un nouvel équilibre, et que, par contre, fondamentalement, cette guerre nous a montré une seule chose, c'est qu'on doit se rendre le plus rapidement indépendant des fournitures d'énergie fossile. Et donc, on doit accélérer la transition énergétique pour obtenir notre autonomie énergétique ou s'en rapprocher. Et donc, je pense que ça va avoir, à moyen terme et certainement à long terme, un effet d'accélération sur la transition énergétique. Donc voilà ce que je dirais sur la crise énergétique. Alors ici, très rapidement, c'est un travail que j'ai fait avec un collègue. C'est une possibilité de ce que pourraient être les prix du gaz et de l'électricité à long terme. Mais encore une fois, c'est un scénario dont je dirais, le niveau de certitude est faible. Mais on pourrait imaginer si, et ça c'est évidemment, ça dépend de comment la guerre évolue et comment l'ordre géopolitique mondial se restructure. Mais donc il semble quand même probable que les États-Unis vont devenir et resteront probablement notre principal fournisseur de gaz, en plus de la Norvège, et que donc ce qui conditionnerait le prix du gaz serait probablement le marché du gaz de schiste aux États-Unis, en sachant bien sûr que pour acheminer ce gaz de schiste en Europe, il faut d'abord le liquéfier, le transporter, et que donc tout cela a un coût. Et donc, un scénario possible serait d'imaginer qu'on arriverait à un coût long terme de 35 à 40 dollars ou euros du mégawattheure pour le gaz, avec un prix qui serait de l'ordre de 100 à 150 euros du mégawattheure pour l'électricité, en tenant compte du rendement des centrales au gaz, avec aussi l'incertitude de ce que sera le prix du carbone, qui aujourd'hui frôle les 100 euros la tonne, mais qui conditionne assez fort ce prix aussi. Donc, c'est une possibilité à long terme, et ça nous amène à des prix de l'électricité qui sont à peu près 2 fois ce qu'ils étaient il y a 2 ans. Hein, à peu près. Voilà.
Mais encore une fois, certainement, il ne faut pas prendre ceci comme la vérité, c'est un scénario possible. Donc voilà pour la crise énergétique en Europe. Et donc j'enchaîne sur la dernière partie de la leçon qui est comment situer et positionner l'Europe et la projeter dans ce nouvel ordre géopolitique dont on sait encore relativement peu de choses. Alors premièrement, c'est toujours intéressant de revoir une carte. Et je n'aime pas cette carte parce qu'elle fausse complètement l'importance relative géographique des pays. Hein, ça dépend de la projection. Mais on sait bien que l'Afrique est beaucoup plus grande en réalité si les surfaces sont respectées. Mais plus important, c'est de voir que voilà, ici, l'Europe EU 28, donc Europe des 27 plus les États-Unis, on est environ à 520 millions d'habitants aujourd'hui et une démographie en décroissance assez rapide de l'ordre de 5%. Les États-Unis et le Canada, c'est beaucoup moins, hein, c'est 370 millions, avec une démographie qui, elle, est en croissance, relativement significative, 15%. L'Amérique du Sud, voilà, donc aussi une croissance relativement importante, mais probablement pas un acteur majeur, si ce n'est pour les minéraux, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, ce qui est extra. Alors l'Australie, voilà, pas grand-chose à dire. Voilà où se situe le message principal. L'Afrique, il est prévu, et c'est les prévisions de la Banque mondiale, que sa population va quasiment doubler, va arriver à 2,5 milliards de personnes d'ici 2050, dans les prochaines 25 années. Alors, il faut aussi se rendre compte que l'Afrique est dans une phase de rattrapage très accélérée des standards de vie, donc du PIB par habitant. Et ça va avoir comme conséquence que la consommation énergétique, au sens large, mais aussi en particulier d'électricité, en Afrique, va exploser. Donc ça, c'est vraiment une bombe au niveau énergétique, au niveau des conséquences éventuelles en termes d'émissions. C'est essentiel, par exemple, que la transition, que tous les investissements maintenant qui se font en Afrique se fassent aux énergies renouvelables, parce que tout ce qui se fait avec des centrales au charbon, centrales au diesel ou centrales au gaz, sera amorti sur 40 ou 50 ans. Or, c'est ce qui se passe pour beaucoup pour le moment, grâce à la Chine notamment. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et alors aussi, évidemment, l'Asie, alors ça, c'est un chiffre agrégé, bien sûr, puisqu'il y a différentes réalités avec des niveaux de croissance démographique très, très différents, mais donc une croissance aussi au niveau de l'Asie. Donc on voit bien ici qu'en termes de population et en termes de PIB, d'émissions, de consommation énergétique, ce n'est pas l'Europe qui va être déterminante, c'est surtout l'Asie et l'Afrique. Hein, donc ça, c'est vraiment très, très important à comprendre. Voilà, donc je vais successivement regarder la relation de l'Europe avec les différentes parties du monde. Alors, premièrement, avec la Russie, c'est extrêmement simple. Je pense, pour ma part, qu'il est extrêmement peu probable que nous soyons de nouveau dans une situation, je parle au niveau européen, soyons de nouveau dans une situation de rétablir une relation diplomatique et commerciale avec la Russie avant très longtemps. Et la raison, c'est que, quelle que soit l'issue de la guerre, et y compris si la Russie perdait la guerre, encore faut-il voir ce que veut dire perdre la guerre, mais si Poutine le régime de Poutine était renversé, il n'y a aujourd'hui en Russie, à ma connaissance, pas beaucoup de pouces de démocratie. Il n'y a pas de ferment de démocratie. Et donc, ce qui succéderait à Poutine serait un régime autocratique, autoritaire, de la même nature, peut-être même pire. Donc, j'imagine très, très peu qu'on serait de nouveau en face d'un partenaire, je dirais, respectable. Et donc, je pense que cette relation, elle est coupée et elle va se dégrader encore pendant longtemps. Regardons les États-Unis, ça c'est très intéressant, et je crois qu'il y a beaucoup de naïveté par rapport à la relation de l'Europe avec les États-Unis, parce que
c'est vrai que c'est les sauveurs de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on a, voilà, on s'est très très fort calqué sur le modèle européen à beaucoup d'égards. Notre protection militaire vient essentiellement de l'OTAN qui a son socle, qui est un socle américain, mais je pense que la situation a dramatiquement changé depuis une dizaine d'années. Et je dirais déjà, à l'ère Obama, il avait clairement signifié qu'il réalisait ce qu'il appelait le pivot to Asia, c'est-à-dire que son orientation stratégique était l'Asie plutôt que l'Europe. Il y a eu l'ère Trump, pas grand-chose à dire, hein. America First, il a même menacé de sortir de l'OTAN. Enfin bon, je pense qu'on est tous d'accord sur la question. Ce qui est plus intéressant, c'est Biden, qui, je pense, est fondamentalement quelqu'un qui est assez pro-européen. Je crois que c'est un vrai multilatéraliste, mais dans la réalité, il a peu de marge de manœuvre. Et en fait, si on regarde sa politique depuis 2 ans, il y a quand même eu déjà l'histoire des sous-marins, des contrats des sous-marins australiens, voilà, qui était quand même très très douteux en termes de je dirais, relations diplomatiques avec l'Europe. Il y a eu la retraite de l'Afghanistan qui s'est faite sans concertation avec ses alliés. Et puis, il y a eu ce fameux Inflation Reduction Act, c'est-à-dire ce paquet financier de 370 milliards qui, pour favoriser son industrie verte, et qui va évidemment introduire un énorme biais ou une distorsion de marché. Donc, on sort complètement d'une logique de marché mondial unifié et fluide. On rentre dans une logique de protectionnisme très, très clairement. Donc, on a, je dirais, je pense qu'il faut être très prudent. Je pense qu'on est dans une logique d'alliance qui est maintenant opportuniste. Elle n'est plus idéologique, elle est opportuniste. Sans oublier qu'il y a juste 2 ans, Trump organisait l'assaut du Capitole et que les élections américaines, c'est dans moins de 2 ans. Donc, si l'administration redevenait républicaine, je ne sais pas ce que deviendrait la relation transatlantique avec l'Europe. Elle est, en tout cas, elle pourrait très très bien retomber dans le même niveau de non-existence qu'on a vécu avec Trump, par exemple. Donc, ce n'est plus du tout, à mon sens, un partenaire fiable à long terme. Et donc, objectivement, aujourd'hui, on est allié par rapport au combat qu'on a avec la Chine, j'y reviendrai tout à l'heure, bien sûr par rapport à la guerre en Russie, par rapport à l'approvisionnement de gaz, c'est notre ligne de survie, hein, le gaz américain aujourd'hui. Et puis, fondamentalement, on est le bloc occidental, c'est-à-dire les pays de l'OCDE, mais surtout l'Europe et les États-Unis, c'est eux qui promeuvent ou qui ont été les fondateurs et qui défendent toujours un ordre géopolitique basé sur des institutions internationales, les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et toutes les autres. Maintenant, comme je l'ai dit, America First, voilà, protectionnisme très très clair. Qu'est-ce qui se passera aux prochaines élections? Donc, grosse question, et je trouve que c'est bien résumé par le regard relativement inquiet de notre présidente face, ou plutôt dans le dos de Joe Biden. Ouais, je passe sur le détail des deux actes liés à la promotion des énergies renouvelables. Regardons ce qui se passe avec la Chine. Alors, la Chine, c'est très très intéressant parce que d'abord, la Chine, on la qualifie maintenant, l'Europe qualifie la Chine, ça c'est je dirais la dénomination officielle. C'est un partenaire stratégique. Alors, la Chine est partenaire parce que par rapport aux grands enjeux mondiaux tels que le réchauffement climatique, fatalement la Chine est un acteur majeur et nous devons collaborer avec la Chine. C'est un concurrent économique, pas besoin de l'expliquer, je crois que c'est assez clair. Et c'est un rival, c'est quand même assez fort, un rival systémique. Rival en termes de système, notamment de système politique. Donc ça veut aussi que ça reconnaît clairement que la Chine n'est pas un acteur en faveur du maintien de l'ordre géopolitique et des institutions internationales existantes aujourd'hui. Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte, c'est fondamental. Maintenant, vous voyez, les niveaux d'échange au niveau des services et des biens avec la Chine sont absolument gigantesques. Donc,
on ne peut pas se couper de cette relation, et donc on entretient avec la Chine une relation qui est relativement problématique. D'autant que deux choses, je ne sais pas si ça vous a sans doute pas échappé, mais il y a eu peu de temps, donc Xi Jinping a été renouvelé dans un troisième mandat à la tête du Parti communiste. Et donc, c'était absolument affolant. Je ne sais pas ceux qui l'ont vu. Pendant la cérémonie de confirmation de son troisième mandat, donc des gardes sont venus retirer un des membres du Politburo, qui était en fait l'ancien président Hu Jintao. Donc il a été retiré publiquement dans un signe d'affirmation de son pouvoir autocratique. Hu Jintao était plutôt vu comme un réformateur, donc c'est vraiment une démonstration publique à la face du monde. Cette ère-là est terminée. Et si vous voyez la vidéo, Hu Jintao, en partant, il est traîné dehors, il donne une petite tape ici à Li Keqiang, qui était l'ancien Premier ministre, qui le lendemain a été démis de ses fonctions. Donc deux membres vus comme réformateurs plutôt libéraux du Politburo ont été évincés publiquement devant la face du monde entier. C'est très, très lourd de signification. Alors, on voit très clairement, donc il prend une attitude beaucoup plus agressive, à la fois au niveau politique, au niveau militaire. Les ambitions sur la mer de Chine sont évidentes, la militarisation des îlots aussi, et le conflit, la question de Taïwan, évidemment, est au centre de ces débats. Donc, une relation très compliquée avec la Chine. Alors, pourquoi est-ce que cette relation est encore plus compliquée et plus critique que tout autre? C'est parce que, comme je l'ai dit, dans le basculement de nos dépendances d'énergie fossile vers un monde d'énergie renouvelable, il faut bien sûr maîtriser la production de ces énergies renouvelables, donc des technologies renouvelables. Alors, à peu près toutes reposent sur l'utilisation intensive de ce qu'on appelle des minéraux critiques. L'Union européenne en a établi une liste de 30 minéraux critiques. Deux d'entre eux sont des catégories qui sont les terres rares. Donc les terres rares, c'est une sous-catégorie des minéraux critiques. Et donc ce graphe est très intéressant parce qu'il montre, c'est un graphe de l'Agence internationale de l'énergie. Oubliez les points, gardez les barres. Et donc c'est la croissance par rapport à 2020 à l'horizon 2040, donc c'est jamais que dans 17 ans, de nos consommations, nos besoins dans une série de minéraux. Et donc on voit que par exemple le lithium, bon ça c'est typiquement les batteries, la demande sera 40 fois plus élevée, on estime. Alors c'est ce qu'il faudrait dans le cas du scénario net zéro, c'est-à-dire si tout le monde donc suit la courbe que je vous ai montrée au début et que Michel a montré hier, net zéro, la demande en lithium va augmenter de 40 fois ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, les petits points là, c'est les current policies. Donc si rien ne se passe, c'est la croissance normale. C'est quand même 15 fois, presque 20 fois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie par rapport à une industrie extractive, qui est une industrie à cycle très long, extrêmement capitalistique, ce que cela veut dire de multiplier par 40 la production de lithium. Et puis ici, on a graphite, cobalt, nickel, manganèse. On est x20 ici. Donc, c'est absolument colossal. Le gros problème, il est ici. C'est que ces minéraux critiques sont beaucoup plus concentrés que les énergies fossiles. Ce graphe-ci montre en fait les trois pays, les trois premiers producteurs en termes d'extraction. Enfin, c'est plutôt les pays où se situent les mines. Et vous voyez déjà la Chine est clairement très fort en pointe sur les terres rares et apparaît un peu partout. Mais vous voyez que pour les énergies fossiles, les trois plus grands pays représentaient 40% de la production mondiale. Vous voyez ici que pour le cobalt, les terres rares et le lithium, on arrive à 80, voire même 90%. C'est-à-dire que la localisation de ces minéraux est beaucoup plus concentrée dans un petit nombre de pays que ne le sont les énergies fossiles. Vous comprenez immédiatement ce que ça signifie au niveau géopolitique. C'est très grave.
Ce qui est encore plus grave, c'est ceci. C'est qu'il ne suffit pas d'avoir les mines, parce qu'il y a beaucoup de ces minéraux qui sont, par exemple, en Afrique, mais que l'Afrique ne contrôle pas. Et c'est bien la raison du Road and Belt, de l'initiative chinoise, comment ça se dit en français, les routes de la soie, c'est de prendre contrôle, et ils le font depuis longtemps, parce qu'ils ont une planification stratégique, beaucoup plus stratégique que l'Europe, et donc ils contrôlent l'extraction, mais surtout le processing, c'est-à-dire le processus qui consiste non seulement à extraire, mais à traiter, donc c'est des processus lourds et complexes, ces minerais de façon à en produire les minéraux directement utilisables. Et vous voyez que la Chine contrôle sur tout cela, contrôle 50% de la production, et pour les terres rares, quasiment 90%. Alors, les terres rares, c'est par exemple ce qui est utilisé, ça a des propriétés magnétiques, c'est ce qui est utilisé dans tous les moteurs d'éoliennes, tous les générateurs d'éoliennes, les moteurs de véhicules électriques, tout ce qui est moteur électrique utilise des terres rares. La Chine a un quasi-monopole mondial aujourd'hui sur les terres rares. C'est catastrophique. Ça veut dire que même si on espérait ouvrir des mines, comme on l'a vu à Kiruna en Suède, de terres rares, la Chine a contrôle tellement le marché qu'elle pourrait très, très facilement baisser les prix, par exemple, et tuer l'industrie européenne ou américaine ou autre. Elle a un quasi-monopole. Et c'est vrai pour beaucoup des matériaux critiques. Et donc ça montre la vision stratégique que la Chine a eue par rapport à ces matériaux critiques, mais l'extrême dépendance que nous avons en tant qu'Européens par rapport à la base de ce qui sert aux énergies renouvelables. Et donc, c'est très, très grave. Donc, c'est la raison pour laquelle la Commission aussi planche depuis un certain temps sur ce qui s'appelle le Critical Raw Material Act, qui est redéfinir une stratégie d'approvisionnement de ces matériaux critiques, qui va être... je crois... Ouais. 43, ça va. Qui va être publié dans 3 semaines d'ici. Mais donc... on voit bien à quel point ces sujets deviennent absolument critiques. Et donc, on va passer de cette dépendance aux énergies fossiles sur des dépendances de matériaux critiques et aussi de certains composants, par exemple. Je ne parle pas des composants, les chips, par exemple, les microprocesseurs. C'est au centre du débat aujourd'hui. Taïwan, c'est essentiellement ça. Taïwan possède une société qui s'appelle la TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui est une société systémique. C'est la seule société au monde qui est capable de produire des microprocesseurs d'une certaine classe qui sont utilisés pour la défense, pour l'énergie, pour la télécommunication. Donc c'est absolument critique, ces dépendances. Alors, les États du Golfe, je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais devenir grossier. C'est absolument monstrueux. C'est des États qui fonctionnent sur un modèle moyenâgeux et qui témoignent d'un cynisme absolu par rapport à tout ce qui se passe. Et ce qui est absolument tragique, c'est qu'on est obligé, en tant qu'Européens, d'aller mendier des petites rallonges sur les fournitures de gaz pour alimenter nos foyers. Mais c'est la réalité de la géopolitique. Alors, aussi peut-être à noter, vous ne le savez peut-être pas, mais la prochaine négociation COP28 se passera aux Émirats arabes unis, et le président de la COP est le CEO de Abu Dhabi Oil Company. Et on laisse faire. Donc, je dis, c'est hallucinant. Pardon ? Oui. Ah, c'est hallucinant. Moi, j'étais à COP27. Vous aviez le pavillon européen qui était peut-être comme 2 fois ceci, avec des conférences en permanence. Mais toutes les monarchies du Golfe avaient des pavillons où il n'y avait rien. Mais c'était à perte de vue, hallucinant, quoi. Hallucinant, oui, fatalement. Il y a à peu près 300 contrats majeurs de gaz qui sont négociés dans les coulisses de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Donc ça vous montre malheureusement le cynisme de la situation. Alors avec l'Afrique, c'est très compliqué avec l'Afrique. En fait, on dit toujours, et moi souvent j'ai ces conversations avec des
des gens de la Commission, que l'Afrique, c'est un allié historique, voilà, qu'on a des liens presque de sang avec l'Afrique. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai du tout. La réalité, c'est que... alors, encore une fois, quand on parle de l'Afrique, c'est très réducteur parce que l'Afrique, c'est pas du tout une réalité, c'est encore beaucoup moins une réalité que l'Union européenne. Il y a évidemment tout le nord de l'Afrique, donc la partie méditerranéenne, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Afrique subsaharienne. Et puis, il y a la différence Est-Ouest. Et puis, il y a l'Afrique du Sud qui n'a rien à voir non plus en termes de développement et de modèle. Donc, c'est quand même très, très varié. Mais je dirais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les relations avec l'Afrique sont très, très fort teintées de cette notion de néocolonialisme ou de postcolonialisme, qui d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est un terme qui est banni du discours dans beaucoup d'organisations. Par exemple, à Sciences Po, on ne peut pas parler de postcolonialisme ou de néocolonialisme, c'est interdit. Mais c'est une réalité, on le sait bien, il y a suffisamment d'exemples. Et donc, l'Afrique, encore une fois, avec les limites de la généralisation que je fais, l'Afrique n'est pas du tout tellement pro-européenne et encore moins pro-américaine. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Afrique est essentiellement le terrain de jeu de la Chine. Donc la Chine, avec ses routes de la soie, est présente dans énormément de pays africains et jouit d'une certaine popularité auprès de la population. Je ne l'ai pas projeté ici, mais j'ai les indices d'acceptation de la Chine, des États-Unis, de l'Europe dans différents pays. C'est absolument étonnant à quel point la Chine jouit d'une certaine popularité en Afrique, avec le danger que j'ai mentionné, c'est que l'Afrique propose un modèle la Chine propose un modèle alternatif aux pays africains, alternatif à la démocratie. Ça permet de maintenir en place des régimes autocratiques et de permettre un développement économique grâce au financement chinois qui sont compensés par les exploitations, enfin par les licences d'exploitation des différents trésors du sous-sol. Et puis alors il y a évidemment l'influence de la Russie qui devient très très inquiétante en Afrique. À beaucoup d'égards, et surtout avec la présence de Wagner, qui finance, en fait, tout Wagner est financé sur essentiellement les mines, je crois que c'est les mines de diamants en Centrafrique, etc. Donc, on a ici une entrée, enfin une influence majeure de la Chine et de la Russie, et un appétit relativement mesuré pour collaborer avec l'Europe. Et donc ça, il faut bien se rendre compte que c'est une réalité qui s'est traduite d'ailleurs dans les votes des Nations Unies. Alors, il y a un point très important aussi, c'est très intéressant, c'est les puissances intermédiaires. Et donc, il y a la façon de résumer ça, elle n'est pas de moi malheureusement, mais c'est de dire, voilà, ils préfèrent être à la table de négociation plutôt que sur le menu des négociations. Et donc, c'est vraiment une nouvelle donne de la géopolitique qui est en train des cartes géopolitiques qui sont en train de se rebattre, c'est que on avait un moment, ce qu'on appelait la phase unipolaire, où les États-Unis étaient, je dirais, étaient le leader incontesté au niveau mondial, qui a été commencé à être challengé d'un point de vue économique par la Chine. Mais ce qui s'est transformé sur ces dernières années est absolument remarquable parce que le challenge n'est plus qu'un challenge économique. La Chine, maintenant, devient un vrai rival systémique en proposant des institutions alternatives, la route de la soie, la conférence au congrès de Shanghai, j'ai oublié la dénomination exacte en français, et donc lutte un petit peu contre l'ordre établi, comme je l'ai dit précédemment, avec une alliance assez forte avec la Russie, on aura peut-être le temps d'en parler, et donc on a tout le jeu des puissances intermédiaires et du Global South qui essayent de tirer leur épingle du jeu et voilà, d'essayer de restaurer en fait une certaine balance par rapport aux injustices dont ils s'estiment, souvent à raison, avoir été les victimes au cours du XXe siècle. Et donc on voit très bien le cas, c'est le cas de l'Inde. Par exemple, l'Inde est le grand bénéficiaire aujourd'hui des tarifs qui sont imposés sur le brut russe. Donc ils achètent massivement le brut russe à prix décoté.
et ils sont en train d'accroître énormément leur capacité de raffinage pour revendre les produits pétroliers raffinés sur les marchés internationaux. Donc, grand bénéficiaire. Donc là, on voit bien que l'Inde a une position très ambiguë. La Turquie, n'en parlons pas. Hein, la Turquie, c'est vraiment le symbole. Brésil, position neutre par rapport à l'invasion russe. Et puis, comme je dis, tous les pays du Sud. Donc, tous... Alors c'est intéressant parce qu'on les appelle les puissances intermédiaires. En fait, elles n'ont pour la plupart rien en commun, elles sont souvent concurrentes l'une de l'autre, mais elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles essaient de profiter de la situation actuelle pour accroître leur niveau d'influence, en tout cas à un niveau régional. On le voit très bien avec la Turquie, par exemple. Et donc voilà, en résumé... si je retrace depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est très simplifié, bien sûr, mais vous voyez les différents éléments, hein, la Deuxième Guerre, la chute de l'Union soviétique en 1991, chute du mur de Berlin 2 ans avant, la guerre du Golfe, première guerre du Golfe en 1993, September 11, voilà, la crise des subprimes. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça a montré tout à fait les limites du système capitaliste néolibéral. Hein. Et donc ça a énormément d'impact, notamment sur la montée des populismes, un peu partout dans le monde et en Europe. The Rise of China, donc troisième mandat de Xi Jinping, avec affirmation aux yeux du monde de sa prise en main autoritaire. Le Covid-19 aussi qui a donné un coup d'arrêt à la globalisation. On s'est rendu compte au niveau mondial de la fragilité et de notre dépendance sur les chaînes qui étaient totalement distribuées. Et donc on assiste maintenant à ce qu'on appelle la globalization, c'est-à-dire on ne va pas vers une déconstruction totale de la globalisation, on va rester dans un monde globalisé, mais chaque État ou région rapatrie ses chaînes de valeur stratégiques. On ne veut plus être dépendant pour des masques ou pour des composants de base de médicaments ou pour des chips d'une industrie qui se trouve dans un État qui n'est plus un État ami ou un État fiable. Et puis, bien sûr, la guerre en Ukraine. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est passé de ce moment de suprématie américain qui a commencé à se fracturer avec September 11, la crise des subprimes, la montée de l'affirmation chinoise, l'alliance entre la Chine et la Russie. Et on est vraiment ici dans une période d'effondrement du multilatéralisme et de l'ordre qu'on a connu jusqu'avant. Donc, rapidement, on est entré dans une phase de confrontation des blocs économiques. Et pour moi, c'est vraiment la fin du multilatéralisme et on voit ressurgir toutes les politiques protectionnisme partout dans le monde. La Russie, évidemment, émerge comme un État voyou et clairement remet en cause l'ordre mondial existant et ses institutions. Alors, la Chine voilà, elle est en train d'affirmer son pouvoir économique, mais aussi son pouvoir militaire. Et donc ça, c'est très, très inquiétant. Et la Chine et la Russie sont des alliés objectifs forts. Donc je ne pense pas que ce soit une alliance de circonstances. La Chine est relativement prudente parce qu'elle veut se prémunir de l'impact des sanctions internationales. Mais elle a une raison très objective de supporter la Russie. On y reviendra peut-être si on a le temps dans les dernières minutes. Les pays non alignés, hein, donc les puissances intermédiaires. La transition énergétique qui va complètement rebattre les cartes de la géopolitique de l'énergie vers la suprématie des technologies et l'accès aux composants et aux minéraux. La question de base qui est, est-ce que notre modèle globalisé mondial de croissance économique tel qu'il est défini aujourd'hui est compatible avec véritablement une réduction des émissions, en tout cas au niveau où il faudrait y arriver. Personnellement, j'ai des doutes. Le sujet, en tout cas, devient un vrai sujet de recherche et de débat, alors que c'était interdit il y a 3 ans, avant le Covid. Je peux vous dire, quand j'introduisais ce sujet, je me faisais traiter instantanément de communiste ou de bolchevique, donc j'étais sorti de la pièce. C'est un sujet qu'on peut aborder, voilà, je l'aborde aujourd'hui, mais c'est très, très compliqué. Et ensuite, voilà, on est dans une refondation de l'ordre géopolitique dans lequel
l'Europe ne sait pas très bien comment se positionner. Et pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas se positionner? Elle a du mal à se positionner parce que, et malheureusement ce n'est pas de moi non plus, mais je trouve que ça résume extrêmement bien la situation de l'Europe. Le dernier herbivore dans un monde géopolitique de carnivores. C'est une phrase de Sigmar Gabriel, qui était leader du SPD en Allemagne. Et ça veut dire beaucoup de choses, une stratégie, une autonomie stratégique. Mais c'est un débat extrêmement compliqué parce que, en fait, toute l'Europe a été pensée dans une logique d'effacement des frontières et de commerce globalisé, libéralisé et fluide. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est ce qu'on appelle le retour de l'histoire, c'est-à-dire on revient dans une situation qui est pré-Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire protectionnisme, refermement, relèvement des barrières douanières, réaffirmation des États, des empires, etc. Et on n'est pas du tout préparé à ça. On est totalement dépendant à la fois d'un point de vue militaire, à la fois sur nos approvisionnements stratégiques. Donc c'est relativement complexe. Alors, j'ai participé à une conférence à la Commission européenne il y a une semaine ou deux sur ce sujet. C'est un sujet qui volontairement est défini de manière floue, parce que le problème, c'est que quand on parle de souveraineté, ça s'oppose à beaucoup des valeurs fondamentales de l'Europe, qui sont des valeurs d'ouverture. Et donc, on en arrive maintenant souvent à parler de Open European Strategic Autonomy, ce qui est un peu contradictoire. Donc, c'est complexe. Donc, voilà, les messages clés que je voulais faire passer sur ces 3 leçons, c'est premièrement qu'on est entré dans une phase de ce que j'appelle des mouvements tectoniques. Hein. Donc, ce qui se passe est extrêmement profond et grave de conséquences. Et donc, c'est vraiment l'ordre géopolitique mondial qui est en train d'être redéfini avec beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Comme je l'ai dit, probablement un déclin du multilatéralisme, une réassertion de l'État-nation comme prisme, en tout cas, de structuration, retour de protectionnisme et clairement un déclin de la démocratie. Hein. Si on voit en fait l'indice de démocratie mondial est en train de baisser très rapidement. Donc voilà, remise en question de l'ordre géopolitique qui avait été établi au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, basé sur les Nations Unies, sur la Charte des Nations Unies et sur un monde qui est régulé par un certain nombre de règles du jeu. Ces règles du jeu sont clairement remises en question directement par le couple Chine-Russie et implicitement par tous les acteurs qui ont été les perdants de cet ordre mondial, donc le Global South. Le problème de l'Europe qui a été conçu dans cet ordre, dans ce précédent ordre mondial et qui a peine à trouver véritablement ses leviers et ses marques dans une nouvelle logique. On parlait de soft power, hein, donc la soft power c'était l'influence que l'Europe et l'incitation que l'Europe pouvait créer sur des États non démocratiques de par sa préséance ou sa prédominance économique et culturelle, mais qu'est le soft power aujourd'hui, je vous le demande. D'un point de vue énergétique, je l'ai dit, évidemment un retour maintenant à court terme et temporaire sur des investissements fossiles, mais fondamentalement une accélération de la transition énergétique, ce qui est une bonne chose. Et puis, voilà, la grande question de savoir si le découplage total, donc effectivement, on a vu qu'il y avait moyen de découpler la croissance économique, le PIB, avec les émissions. Mais la question n'est pas de diminuer la dépendance, c'est de l'annuler. Personnellement, j'ai des doutes et ça pose un vrai problème. Et ce n'est pas neuf. Il y a 2 mois, je crois qu'on était ici dans la grande salle à célébrer les 50 ans de Limit to Growth, qui était un ouvrage qui a été écrit en 72, précisément qui mettait déjà, donc il y a 50 ans, la question de est-il possible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini? Et voilà pour ce que j'avais à dire. Et je termine au moins aussi ponctuellement que toi hier.